Bonsoir. Londres sous la pression de l'IRA avec 3 attentats en 3 jours dans la capitale britannique. En Bosnie-Herzégovine, la majorité des électeurs se seraient prononcés pour l'indépendance de leur république. Enfin, victoire logique de Nigel Mansell dans le Grand Prix d'Afrique du Sud. Ce sont les titres de l'actualité commentés par Bernard-Henri Lévy. Il est le grand témoin du 19-20. Mais d'abord, l'ouverture ce matin du 29e Salon international de l'agriculture. De nombreux visiteurs dès la première journée. Une manifestation inaugurée par Louis Mermaz, le ministre de l'Agriculture. 400 000 personnes sont attendues jusqu'à jeudi soir. La plus grande ferme de France tente de trouver un nouveau souffle autour de 2 thèmes, les régions de France et l'élevage. Veaux, vaches et taureaux, c'est l'aspect le plus connu de cette manifestation annuelle. Mais sachez qu'elle présente aussi un autre intérêt tout à fait dans l'air du temps, c'est-à-dire le souci de l'environnement. Beaucoup de citadins viennent chercher dans ce salon un nouvel art de vivre. Reportage Dominique Dumas et Raymond Sardabi. Image d'un printemps précoce ou plutôt d'un salon de l'agriculture axé sur l'art de vivre à la campagne. C'est peut-être l'air du temps, mais l'environnement devient l'une de nos grandes préoccupations. Les 400 000 visiteurs attendus sont des citadins ayant une âme de campagnard. Exemple avec le retour des grandes randonnées en Hautes-Alpes, les sacs à dos et les lamas. Ils sont sociables, doux avec les enfants et peuvent porter vos bagages pendant des kilomètres. Ça marche très bien avec les groupes d'adolescents ou des enfants qui partent en montagne. On peut l'avoir à la masse chez soi, le tout c'est d'avoir quand même un petit bout de jardin pour le mettre, parce que pas trop petit parce que l'animal va souffrir, et puis ne pas le laisser tout seul, c'est un animal qui aime bien être en compagnie. Le lama, idéal pour la campagne. Plus farouche, le bison, absent de l'Europe pendant des millénaires, massacré au siècle dernier en Amérique, il s'adapte de nouveau en pays limousin. Un coup d'aile et l'éolienne nous ramènent à une époque de consommation d'énergie douce et raisonnable. Mais le retour à la nature, c'est le jardinage. À défaut d'une cabane au Canada, les abris de jardin, les chalets miniatures et les mini-serres se vendent de mieux en mieux. Bien, tous ces gens qui habitent à la campagne achètent des outils et doivent les protéger. La tondeuse, le motoculteur trouvent place dans un abri de jardin, dans un petit chalet tel que celui-ci. Et ceux-ci sont tellement bien conçus que parfois ils y habitent. Phénomène passager ou transformation profonde des mentalités, vivre à la campagne est presque devenu une exception. Alors, les citadins ont besoin de verdure et de compensation. Bernard-Henri Lévy, vous êtes déjà allé au Salon de l'Agriculture? Jamais. Pourquoi? Pour être franc, jamais. Pourquoi? Je pense d'abord que l'idée ne m'en est jamais réellement venue, et puis surtout, je ne partage probablement pas cette nostalgie de la vie rurale dont on nous parlait ici. En l'an 2000, Moi, si je suis paysan, je serais plutôt genre paysan de Paris. Vous savez, le très beau titre du très beau livre d'Aragon, Paysan de Paris. Vous seriez citadin d'ailleurs. En l'an 2000, 90% des Français seront concentrés sur 10% de l'Hexagone. Comment analysez-vous cette fracture ville-campagne aujourd'hui? D'abord, c'est plus qu'une fracture, c'est un phénomène de civilisation gigantesque. C'est-à-dire qu'on assiste depuis quelques années ou quelques décennies à la disparition, en effet, d'un mode de vie et d'une population, la population paysanne et le mode de vie rural. Et ça, c'est un gigantesque tremblement de terre, en tout cas dans les pays occidentaux développés. Alors, la question, à partir de là, est de savoir si on s'en félicite ou si, au contraire, on le déplore, ou si on tente de moduler ce processus. Et je crois que tout le débat de l'écologie est centré autour de cette question. Il y a d'un côté des écologistes qui nous disent qu'il faut préserver ce qui peut encore l'être, de bien-être, de nature non polluée, ceux-là ont raison. Et puis il y a ceux qui voudraient faire de l'écologie une vision du monde, une conception de l'histoire, une conception de la société, et je crois que ceux-là ont tort et sont même dangereux. À l'étranger, l'armée républicaine irlandaise revendique 3 attentats et tentatives d'attentats en 3 jours dans le cœur de Londres. L'IRA, plus que jamais déterminée à intensifier sa lutte contre la présence britannique en Ulster. La dernière bombe a été désamorcée ce matin près d'un stade de football. Philippe Pister. Une bombe désamorcée ce matin dans cette gare du nord de Londres, près du stade de Tottenham, quelques heures à peine avant l'arrivée des 30 000 spectateurs pour la demi-finale de la Coupe. Explosion hier soir, à l'entrée d'un bâtiment officiel des services judiciaires au centre de Londres, un blessé. Explosion encore vendredi dans la gare de London Bridge, 28 blessés. En 3 jours, 3 attentats ou tentatives d'attentats, sans compter les multiples fausses alertes. Oxford Street, par exemple, rue commerçante en plein centre de Londres, a été bouclée plusieurs heures hier après-midi. Autant d'attentats que vient de revendiquer l'IRA dans un communiqué transmis à un journal de Belfast.
L'organisation y menace le gouvernement britannique d'intensifier ses attaques jusqu'aux élections générales. Elles devraient avoir lieu avant l'été. Son but, imposer le problème irlandais comme thème de la campagne électorale. L'IRA affirme vouloir éviter les victimes. Effectivement, chaque explosion a été précédée d'une alerte. Son objectif est clair, paralyser Londres, sa vie économique, par un terrorisme quotidien. Une vague d'attentats qui intervient alors que le gouvernement britannique cherche à trouver une solution politique au problème irlandais. Les principaux partis modérés d'Irlande du Nord ont d'ailleurs décidé vendredi de reprendre le plus tôt possible le dialogue interrompu l'été dernier. La deuxième journée du référendum sur l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. Les résultats officiels ne seront connus que dans 2 jours, mais selon le ministre des Affaires étrangères de cette république yougoslave, une majorité des électeurs se serait prononcée en faveur d'un État souverain. Correspondance à Sarajevo de Laurent Coulon. Avec 60% de participation, le président de Bosnie-Herzégovine, Alija Izetbegović, considérait tout à l'heure que l'objectif des pro-indépendantistes musulmans serait atteint. À 16h, cette participation était de 55%. Dans l'absolu, ce chiffre pourrait paraître faible, mais les 31% de Serbes de Bosnie-Herzégovine avaient été invités par leurs dirigeants à boycotter le scrutin. Cela signifie donc que les musulmans et dans une moindre mesure les Croates qui étaient divisés se sont relativement bien mobilisés. À Kajin, une ville du nord où les musulmans représentent 98% de la population, la participation était de 95% à 16h. En revanche, à Čekovići, petite ville à très forte majorité serbe, la participation n'atteignait que 2,2%. Si le résultat en faveur de l'indépendance ne fait guère de doute, la Bosnie-Herzégovine a aussi atteint un autre objectif. L'organisation de ce référendum était la première condition posée par la CEE pour qu'une Bosnie-Herzégovine indépendante puisse obtenir la reconnaissance des Européens. Laurent Coulon, Sarajevo, RFI pour FR3. Et puis un autre référendum aujourd'hui dans le Monténégro, la plus petite des 6 républiques de la Yougoslavie. Mais là, on votait plutôt pour rester au sein de la Fédération serbe. Bernard-Henri Lévy, vous avez fondé la règle du jeu. Vous accordez beaucoup d'importance à la montée des nationalismes dans l'Europe de l'Est. Comment analysez-vous la situation en Yougoslavie, dans l'ex-Yougoslavie? En Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest d'ailleurs, car je crois que cette tentation nationaliste ou ce repli chauvin est une menace qui existe un peu partout. En Yougoslavie, avant l'analyse, il y a d'abord l'épouvante. Moi, je suis épouvanté par ce qui se passe en Yougoslavie depuis quelques mois. Cette guerre, bon, interrompue provisoirement, mais cette guerre fratricide, cette guerre qui divise chacun avec soi-même, ce morcellement général. Ce qui va se passer en Bosnie-Herzégovine très bientôt risque d'être effroyable. Vous connaissez la carte de la Bosnie-Herzégovine, c'est une carte, une mosaïque des identités entremêlées, entrecroisées, et face à cela, une obsession de la communauté pure, une obsession de l'identité le plus identitaire possible, qui ne peut déboucher que sur des guerres effroyables. Et je crois que nous allons, en Yougoslavie, mais je crois au-delà, dans l'ensemble de l'Europe ex-communiste, vers des affrontements probablement inévitables. Que peut faire l'Europe justement? François Mitterrand proposait hier une large confédération européenne pour qu'il y ait un dialogue avec les pays de l'Europe de l'Est. Est-ce que c'est une solution à votre avis? Écoutez, je ne sais pas si c'est cette solution-ci ou c'est une autre, mais il me semble en effet que lorsque les passions s'embrasent, lorsque les peuples se déchirent, et surtout des peuples qui sortent en état de commotion du communisme, ces peuples-là sortent, ce n'est pas leur faire injure que de dire qu'ils sortent hébétés de cette longue dictature, de ce sommeil de l'esprit, de ces années de plomb. Il y a 2 attitudes possibles, ou bien encourager leur délire, mettre de l'huile sur le feu, ou bien au contraire, profiter, si j'ose dire, de ce recul ou de cette distance que nous offre la géographie pour tenter de dépassionner, de refroidir, de médiatiser ces déchaînements de passion collective. Et ce que je dis là, ça concerne les politiques, et en effet, proposition de François Mitterrand hier au colloque L'Europe ou les tribus, dont j'étais l'un des organisateurs avec beaucoup d'autres, avec Peter Handke, Peter Schneider et d'autres, et puis ça concerne aussi les intellectuels qui ont sur cette question-là aussi probablement leur mot à dire. De nouveaux accrochages dans les territoires occupés. 2 soldats israéliens ont abattu 2 Palestiniens hier dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, un autre Palestinien tué et 25 blessés lors de la dispersion d'une manifestation dans la localité de Rafah. L'armée israélienne a ouvert le feu en direction des manifestants qui lançaient des pierres et des bouteilles incendiaires.
Demain, les pourparlers de paix vont recommencer à Washington entre les Israéliens et les Palestiniens. Pour l'instant, pas de dialogue. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Ça, vraiment, c'est la question la plus difficile. Je Comment crois sortir de cette déjà qu'il aurait peut-être fallu peut-être moins se réjouir ou avoir une attitude moins béate au moment de l'ouverture des pourparlers. Je me souviens des réactions des uns et des autres qui voyaient la paix pour demain lorsque le dialogue a commencé. Je crois que ça sera un processus très long. Je crois que ça sera un processus qui exigera de part et d'autre des concessions, des compromis. Je parlais tout à l'heure à propos de l'Irlande d'une guerre de 100 ans. J'espère qu'il ne s'agira pas là d'une guerre de 100 ans, mais il s'agit d'un conflit d'une profondeur considérable, qui n'est pas seulement politique, c'est un conflit politique, transpolitique, spirituel. Il faut à terme la création d'un État palestinien? Écoutez, moi je crois qu'il faut en tout cas à terme, j'ai trop de respect, d'admiration et surtout je me sens trop proche d'Israël pour que l'idée d'un Israël présent durablement et par la force, par l'armée, me soit une idée sympathique. Il faut donc évidemment qu'Israël quitte ses territoires. La question quant à gérer, quant à régler les négociateurs israéliens est évidemment comment, quand, à quelles conditions, à quel moment, avec qui sont les interlocuteurs, etc. À propos des interlocuteurs, on nous a dit très longtemps qu'il y avait des clivages au sein des organisations palestiniennes. Les clivages sont peut-être moins évidents qu'on ne le croyait. On l'a vu récemment au moment de l'affaire Habash. Est-ce que vraiment la fraction dure et la fraction modérée sont si opposées qu'on nous l'a dit? En tout cas, il faut bien sûr sortir des territoires, libérer Israël des territoires et les Palestiniens de l'occupation. Et puis ce fait divers tragique à Jérusalem-Est, le toit d'un café palestinien s'est effondré, provoquant la mort de 23 personnes. Isabelle Thomas. Toute la matinée, pompiers, policiers et militaires ont fouillé les ruines du café Al-Rawda, ensevelies sous des tonnes de boue. 15 heures après le drame, une unité de l'armée spécialisée recherchait toujours d'éventuels survivants, sans grand espoir. Le bilan définitif fait état de 23 morts et de 22 blessés. Situé dans le quartier est de Jérusalem, l'établissement était surtout fréquenté par des Palestiniens. Le café était comble hier quand le toit s'est effondré, cédant sous le poids de la neige, miné par l'infiltration des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la région. Un mur mitoyen qui soutenait à la fois ce toit et les abords d'un cimetière en surplomb a ensuite cédé sous la pression de tonnes de boue, provoquant l'éboulement de pierres tombales et de rochers. Depuis le début de l'année, le Proche-Orient connaît des intempéries pour le moins inhabituelles, enregistrant des records de pluie et même de la neige, 40 cm à Jérusalem le jour de l'an. Une rigueur hivernale qui a saisi l'ensemble d'une région peu préparée à ce genre de climat. L'actualité politique française. À 3 semaines des élections régionales, Paul Quillès estime que la position de la droite vis-à-vis du Front National n'est pas claire. Le ministre de l'Équipement et des Transports était l'invité du grand jury RTL Le Monde. Je vous propose de l'écouter. À travers les discours, à travers les propositions avancées, M. Chirac, M. Giscard d'Estaing, M. Poniatowski, un certain nombre de leurs amis accréditent les thèses du Front National, que l'on parle d'invasion, de droit du sang, d'odeur. Tous ces mots ne sont pas innocents. Ils permettent justement de valider les thèses du Front National aux yeux de l'électorat de droite. Et d'ailleurs, les sondages montrent bien que l'électorat de droite est de plus en plus sensible aux thèses du Front National. Comment analysez-vous les résultats des intentions de vote de ces dernières semaines, à savoir la chute du Parti socialiste, le recul de la droite classique au profit des écologistes et un Front National qui progresse aussi? Écoutez, là il y a plusieurs questions. Au profit des écologistes, c'est probablement, en tout cas ça dépend quels écologistes, mais c'est peut-être une bonne nouvelle. Au profit du Front National, c'est un cauchemar. L'idée de voir dans tant de simulations de vote la droite libérale et la droite extrême au coude à coude ou l'une derrière l'autre est une image que l'on osait à peine imaginer dans nos pires visions cauchemardesques il y a quelques années. Je me souviens, dans une émission de ce genre, avoir dit il y a quelques années que le premier but de guerre du Front National, c'était de broyer la droite libérale, en tout cas d'arriver à faire jeu égal avec elle. Et à l'époque, j'avais entendu dire que ça était absurde, invraisemblable, irresponsable. Nous y sommes. Et dans la dernière élection cantonale de Nice, la droite libérale l'a emporté, mais d'un cheveu. Donc voilà la question. Aujourd'hui, la grande question, et là-dessus Paul Quillès a tort, il n'y a pas la droite en général, il y a deux droites en France. Et à mon avis, il a tort de mettre tout ça dans le même sac. Il y a une droite, en effet,
qui est prête à toutes les concessions et qui est prête à se coucher devant le Front National. Il a cité, je crois, Poniatowski, il est sûrement dans ce cas-là. Et puis il y a une droite qui, jusqu'à nouvel ordre, n'a cessé d'affirmer sa répugnance des thèses du Front National. C'est le cas de Chirac, c'est le cas de Pasqua. Il y a aujourd'hui une droite qui fait rempart au Front National. Et cette droite-là, nous avons tous, me semble-t-il, à souhaiter qu'elle réussisse. Une violente explosion ce matin dans le centre de Marseille. 4 personnes blessées, dont 2 grièvement. Une déflagration vraisemblablement due au gaz. Caroline Sins. À 4h30 ce matin, une explosion secoue ce quartier du 4e arrondissement de Marseille. Cet immeuble de 3 étages est en partie détruit. À l'intérieur, 23 locataires sont surpris dans leur sommeil. Une cinquantaine de pompiers, vite arrivés sur les lieux, ont évacué tout le monde. 9 personnes sont blessées, 4 sont hospitalisées. Parmi elles, un bébé de 6 mois, brûlé et choqué, une femme placée en réanimation et un homme brûlé à plus de 50%. Cet accident a traumatisé et surpris les habitants en pleine nuit. Tous ont assisté aux premiers secours. Les enfants, ils étaient suspendus sur les cloisons qu'on a récupérées, qu'on a tous redescendues. C'est atroce. C'est atroce. Je vous garantis que pendant 5 minutes, on ne savait vraiment plus où on était. Je tremble, alors je peux pas. Je sais pas, enfin, je suis beaucoup choquée. Les locataires de l'immeuble vont être relogés par la municipalité. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'explosion serait due à une fuite de gaz de ville au 2e étage du bâtiment. Sport à présent, pas de surprise. Sur le circuit de Kialami en Afrique du Sud, Nigel Mansell a remporté le premier Grand Prix de la saison. Il partait en pole position. L'équipe Williams-Renault Elf triomphe avec l'Italien Riccardo Patrese à la 2e place. Alain Dorgance. Riccardo Patrese brise les idées préconçues selon lesquelles le départ n'est pas son exercice de style préféré. En 2e ligne, le pilote italien de Williams se précipite dans la trace de son coéquipier Nigel Mansell qui s'installe comme prévu aux commandes de ce Grand Prix d'Afrique du Sud. Riccardo Patrese, 2e, entraîne dans son sillage Ayrton Senna qui fond sur son prédécesseur tout en intériorisant sa colère. Car Senna se demande si Patrese ne va pas malicieusement faire écran pour garantir l'échappée de Mansell. Patrese et Senna se livrent alors à une partie de cache-cache, l'Italien donnant l'illusion au Brésilien qu'il peut le dépasser. En réalité, Patrese garde ses distances, et cela pendant 72 tours. Le champion du monde sortant maintient sa 3e place en attendant mieux avec l'inédite MP47 au concept novateur. Derrière Eric Comas au volant de la Ligier se positionne 7e en dépit d'un manque de compétition. Retour aux avant-postes de la course avec l'impérial Nigel Mansell, dominateur qui signe sa 22e victoire à Kialami au grand bonheur de Frank Williams. Mansell devient le pilote référence de ce championnat du monde des conducteurs. Les championnats d'Europe d'athlétisme en salle à Gênes. Après la médaille d'or de Platzia, hier, 3 autres médailles françaises aujourd'hui. Serge Gian. Les athlètes français n'ont pas réussi aujourd'hui à décrocher une 2e médaille d'or. 3 Françaises étaient au départ de la finale du 60 mètres haies féminin. Anne Picrot, Christine Hurtelin et Monique Evangépé. Comme au dernier championnat du monde de Séville, Monique Evangépé obtient la 2e place derrière Ludmila Narochilenko. Après son échec hier sur 60 mètres, Daniel Sangouma a réussi à remporter la médaille d'argent du 200 mètres. Le Réunionnais n'a jamais pu revenir sur le Bulgare Antonov, vainqueur en 20 secondes 41 centièmes. Daniel Sangouma termine en 20,64. Il améliore ainsi son record personnel. Au championnat d'Europe de Liévin en 87, Serge Elan avait remporté le triple saut avec 17,15 mètres. 5 ans plus tard, il améliore son record de France avec 17,18 mètres. Cela lui donne la 2e place du concours derrière les 17,35 mètres de Volochine. Avec la 3e place d'Éric Dubu aux 3000 mètres, cela fait en tout 4 médailles pour la France. La 5e aurait pu venir de la perche, mais légèrement blessé, Jean Galfione termine 4e avec 5,60 mètres. Le concours est remporté par Bokarev de la CEI, champion d'Europe avec 5,85 mètres. Théâtre maintenant avec l'arrivée en France d'un metteur en scène qui est un peu le Patrice Chéreau de Saint-Pétersbourg. Il vient avec un spectacle monté avec ses élèves de l'Institut théâtral de l'ancienne Léningrad. Cela s'appelle Gaudéamus, en français Réjouissons-nous, un pamphlet contre l'armée rouge. Reportage Dominique Poncet et Loïc Lemoigne. Des bidasses faméliques et stupides, commandés par des gradés qui ne sont guère plus malins. Et puis aussi des filles qui sont cantinières au putain. Voici un portrait au vitriol de l'armée rouge. Sexe, violence, racisme, raquettes, corruption, drogue, alcoolisme, bêtises, tout y passe. Dressé à partir d'un livre longtemps interdit en Russie,
Ce constat nous est proposé par les élèves de l'Institut théâtral de Saint-Pétersbourg. C'est une sorte de catharsis. On ne dort pas suffisamment, on est épuisé. À bout de force, on commence le spectacle. C'est le spectacle lui-même qui donne ses forces, et qui donne cette purification de l'âme. Ce spectacle décapant pour eux, mais aussi pour nous, ils y ont travaillé comme des fous pendant près d'1 an. Tous jouent bien sûr, mais ils chantent aussi, dansent et font de la musique. Avant chaque représentation, on leur impose 2 heures d'entraînement. Ce sont donc des athlètes complets de la scène. Ce qui était le plus intéressant dans ce spectacle, c'était le processus même des répétitions. Et le résultat, il faut dire qu'il était inattendu et non attendu. Lorsqu'ils ont entamé leur travail, les jeunes comédiens ne s'attendaient sûrement pas à faire le tour du monde, qui les a emmenés aujourd'hui à Paris. Il n'y avait aucun courage spécial là-dedans. On nous a donné ça et on a perçu ça comme un grand cadeau. Bourré d'idées scéniques, Godéamus tient autant du théâtre que du music-hall. Mais à la russe, c'est dire s'il est délirant. Bernard-Henri Lévy, vous allez monter une pièce à la rentrée au Théâtre de l'Atelier. Et puis vous venez d'écrire 2 livres consacrés à 2 peintres. On va les découvrir ensemble. L'un sur Piero della Francesca, l'un des plus grands peintres du Quattrocento. L'autre sur Piet Mondrian, le peintre abstrait néerlandais. Pourquoi ces 2 peintres si opposés en apparence ? Parce qu'ils ne sont probablement pas si opposés qu'ils n'en ont l'air, et parce qu'ils sont apparemment opposés dans le temps et opposés dans le style, puisque l'un est un peintre figuratif et l'autre abstrait. Je les crois, moi, profondément contemporains. Je crois que si on a une vision de l'art, qui n'est pas la mienne d'ailleurs, qui est la vision d'André Malraux, le fameux musée imaginaire, c'est-à-dire la vision d'œuvres d'art qui se répondent à travers les âges, à travers les circonstances, les époques, et qui parlent moins à leur temps qu'aux autres œuvres des autres temps. Eh bien, si l'on a cette vision-là, je crois que Mondrian et Piero della Francesca, à 5 siècles de distance, sont des contemporains. Vos centres d'intérêt aujourd'hui sont artistiques ? Mes centres d'intérêt, vous savez, je crois que je suis comme la plupart des écrivains, c'est-à-dire que mes vrais centres d'intérêt, évidemment, sont plutôt du côté de Piero della Francesca et de Mondrian que de la question de savoir si M. Le Pen arrivera devant la droite libérale aux élections cantonales de Marseille. Vous êtes d'abord un écrivain plutôt qu'un intellectuel qui s'engage ? Non, je crois qu'un intellectuel qui s'engage, c'est un écrivain qui s'arrête parfois d'écrire. Donc je suis en effet un écrivain qui vient d'écrire en effet de livres auxquels je tiens beaucoup sur ces 2 peintres, et qui parfois, lorsqu'il me semble que la situation l'exige, lorsqu'il me semble qu'il y a urgence d'une nature ou d'une autre, et qui parfois donc en effet pose sa plume et s'engage. On parlait tout à l'heure de cette résurgence des nationalismes. Il y a là, je crois, une urgence. Je parlais il y a quelques jours d'ailleurs avec un dignitaire de l'Église qui a eu cette phrase que je trouve très belle et qui résume, me semble-t-il, la position de beaucoup de gens. Il me disait « Le nationalisme c'est une tentation, mais y céder est un péché ». Et je crois que c'est un peu ce que je pense, et ce que nous sommes nombreux à penser. Ce sera le mot de conclusion. Merci en tout cas d'avoir été notre invité. Voilà, c'est la fin de cette édition. Nous allons découvrir dans quelques secondes les prévisions météorologiques de Michel Touré. Je vous retrouve à 22h25 en compagnie de Claire Nebout pour la sortie du dernier film de Marco Bellocchio. À tout à l'heure.